Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier 4, le mentorat à distance, une solution en temps de crise. Je suis Gabrielle Légeret, donc je suis responsable plaidoyer chez Chemin d'Avenir et donc je vais être l'animatrice de l'atelier. Nous allons passer 1h30 ensemble, un peu moins du coup. L'idée de cet atelier, c'est vraiment de faire un point sur le mentorat à distance. Pourquoi est-ce que c'est un atout? Comment est-ce qu'il peut contribuer à réduire les inégalités sociales et territoriales? Et comment l'accompagner et comment est-ce que, dans cette crise, il a été identifié comme une volonté citoyenne. Donc, nos intervenants vont être Laura Chupin, qui est responsable d'écosystème et partenariat de Chemin d'Avenir, Cyril Boisise, qui est coordinateur de la cité éducative Grand Mirail pour la mairie de Toulouse, Alexiane Terrochère, qui est chargée de mission mentorat à distance pour la FEV, et Axel Daucher, président de la fondation mec.org. Donc, vous allez avoir chacun succinctivement 10 minutes de parole et l'objectif, c'est vraiment d'avoir un temps d'échange à partir de... On est un peu en retard, mais du coup, je vais dire midi. L'idée est d'avoir vraiment 30 minutes ensemble. En matière logistique, je vous demanderai de bien mettre vos micros en mode muet lorsque vous ne parlez pas. Les personnes qui parleront, je les épinglerai. Et donc, vous avez un petit chat en bas qui va être modéré par Marine Bonnefoy de Chemin d'Avenir aussi qui est présente. Vous pouvez mettre vos questions dessus et l'idée, c'est de pouvoir échanger vraiment après les interventions. Voilà. S'il y a des questions qui sont vraiment nécessaires, on les prendra entre deux interventions. Mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir un temps d'échange. Excuse-moi, ma chérie, je suis à toi. Qu'est-ce que tu disais? Voilà, donc nous allons commencer par Monsieur Peters. Nous allons commencer donc par Laura Chupin qui va nous présenter Chemin d'Avenir et nous expliquer pourquoi est-ce que l'intervention à distance fait partie de l'ADN de la structure et comment est-ce que ça peut répondre aux besoins des distances des publics accompagnés. Laura, tu peux y aller. Oui, merci Gabrielle. Du coup, je vais essayer de faire un petit peu plus vite puisqu'on a un peu moins de temps. Effectivement, contrairement aux autres acteurs pour qui le passage du mentorat en présentiel au mentorat à distance a été un élément de réponse face au contexte d'urgence et du coup a engendré un changement des pratiques. Chez Chemin d'Avenir, le distanciel fait partie de notre ADN depuis la création de l'association il y a maintenant presque 5 ans. Je reviens très rapidement sur Chemin d'Avenir pour que vous ayez les éléments de contexte en tête. Le constat de l'association, c'est des obstacles à la chaîne pour les jeunes qui grandissent dans les zones rurales et les petites et moyennes villes. Ces jeunes de zones rurales et des petites villes, ils représentent 65% des moins de 20 ans, donc ce n'est pas un phénomène à la marge. Et pour n'en citer que quelques-uns dans ces obstacles, on a le manque d'accès à l'information, aux opportunités académiques et professionnelles de proximité, l'autocensure, l'assignation à résidence, le manque de rôle modèle, etc., etc. La mission, c'est vraiment d'informer, accompagner et promouvoir ces jeunes de la France périphérique afin qu'ils aient autant de chances de réaliser leur potentiel que leurs camarades qui grandissent dans les grandes métropoles françaises. Et un autre élément du coup de notre constat, c'est que, vous l'aurez compris, donc ce n'est pas un phénomène qui est à la marge. Il y a un sujet d'égalité des chances entre ces jeunes ruraux et les jeunes des grandes métropoles. Et jusqu'à aujourd'hui, ces jeunes sont restés hors radar des politiques publiques au niveau national, ou en tout cas, ils n'ont pas été assez pris en compte, on va dire, dans les dispositifs d'égalité des chances. Et c'est vrai qu'on pense beaucoup à l'accompagnement des jeunes de banlieue quand on parle éducation et égalité des chances en France. Et sur cette thématique, il y a moins de politiques qui existent et on a tout un travail de plaidoyer pour faire entrer ce critère territorial justement dans les dispositifs d'égalité des chances. Aujourd'hui, on accompagne 1000 filleuls dans 8 académies. Le seul critère pour que les jeunes nous rejoignent, c'est uniquement la motivation. On n'a pas de critères de notes scolaires, de critères sociaux. Et les grandes caractéristiques de notre accompagnement, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que c'est un accompagnement qui s'étale sur 18 mois, qui commence pour les collégiens au milieu de leur classe de 4e jusqu'à la fin de leur année 3e, et pour les lycéens au milieu de leur classe de première jusqu'à la fin de leur année de terminale. C'est un accompagnement sur mesure qui se veut vraiment individuel et responsabilisant pour le jeune, puisque l'idée, c'est vraiment de le rendre acteur de son parcours académique, pré-professionnel et citoyen. Cet accompagnement, il s'appuie sur plusieurs leviers et le principal levier, c'est le système de parrainage qui est vraiment au cœur de notre action.
On a une approche globale, c'est-à-dire qu'à chaque obstacle que le jeune rencontre, on essaie d'apporter un élément de réponse. Donc, on va autant jouer sur le manque d'accès à la culture que le manque d'accès à l'information ou l'autocensure. Pourquoi on a choisi un parrainage à distance? Alors peut-être, avant de vous dire pourquoi, le rôle du parrain tel qu'on le conçoit chez Chemin d'Avenir, je vais utiliser le terme de parrainage puisque c'est celui qu'on emploie, c'est vraiment attribuer à chaque jeune un grand frère bienveillant ou une grande sœur attentive qui écoute, épaule, motive le jeune et lui donne confiance en soi. La façon dont on fait le matching entre le parrain-marraine et les jeunes, c'est vraiment qu'on part des aspirations professionnelles du jeune quand elles sont claires ou alors de ses centres d'intérêt. Donc, c'est assez important pour nous et ça va vraiment guider tout notre matching, comme on l'appelle en interne, de partir des besoins du jeune. Donc, pourquoi ce parrainage, il est à distance? Déjà, on a une volonté de créer du lien entre les territoires. L'idée, c'était de faire découvrir à un jeune qui grandit dans l'Allier ou dans un hameau des Vosges ce que c'est que de grandir à l'opposé de chez soi, dans un territoire rural ou alors dans une grande métropole ou bien encore à l'étranger, puisqu'on a aujourd'hui des parrains-marraines qui sont un petit peu partout en France, même à l'étranger. L'idée, c'était aussi de faire découvrir aux parrains ce que c'était que de grandir ailleurs. Une seconde volonté, c'était de ne pas attribuer aux jeunes un parrain ou une marraine qui pourrait croiser en bas de chez lui ou à la boulangerie de son village, notamment pour ouvrir les horizons des jeunes et pour lutter contre le manque de rôle modèle et de représentation des métiers au sein des territoires, qui est un vrai obstacle caractéristique de la jeunesse des territoires. Pour vous donner un chiffre, seuls 27% des jeunes originaires de petites villes et 28% originaires de territoires ruraux estiment avoir un exemple qui inspirerait leur choix d'orientation, contre 42% dans les grandes villes. C'est un écart qui engendre des inégalités dans la mesure où l'aspiration mimétique est un ressort efficace chez des jeunes qui cherchent leur voie. Un autre élément de notre parrainage à distance, c'est qu'on a une vraie volonté derrière ça que les jeunes s'emparent de la question du numérique, qui est une question vraiment centrale chez Chemin d'Avenir. La fracture numérique, encore une fois, c'est un obstacle caractéristique des jeunes des territoires. Et pour vous donner un chiffre, dans les communes de moins de 1000 habitants, 31% des consommateurs n'ont pas accès à Internet, contre moins de 5% lorsque l'on dépasse 10 000 habitants. Donc, on a beaucoup de territoires qui sont en zone blanche ou qui n'ont pas une bonne connexion. Et sur ce point, il y a vraiment le problème d'avoir accès au numérique et le problème de savoir maîtriser les outils numériques. Et c'est vraiment l'idée derrière ce parrainage à distance, c'est que le parrainage, il s'effectue sur une plateforme collaborative qui est vraiment centrale chez Chemin d'Avenir, une plateforme qui rassemble toute notre communauté de parrains, marraines, de filleuls et l'équipe Chemin d'Avenir, et qui sert justement à ce qu'il y ait du partage de bonnes pratiques, des informations qui circulent, des échanges, puisqu'il y a un outil de visioconférence, etc. Donc le numérique, vous l'aurez compris, on l'a vraiment placé au cœur de notre dispositif d'accompagnement, parce qu'il permet de fédérer à distance des jeunes qui grandissent dans des territoires isolés et parce que le digital est un enjeu en matière d'orientation académique et professionnelle, notamment pour les jeunes qui grandissent à distance des métropoles mieux connectées. Donc en fait, pour conclure, ce mentorat à distance, ça nous permet de s'adresser aux jeunes des territoires et on a vraiment pensé ce format-là pour s'adapter à notre cible et aux enjeux qu'elle rencontre. Ces jeunes, ils sont éparpillés sur tout le territoire. Aujourd'hui, on accompagne 1000 jeunes répartis dans 8 académies, dans des zones isolées. Et Chemin d'Avenir, en quelque sorte, n'aurait pas été possible sans le numérique. Est-ce que, niveau temps, j'ai le temps de venir sur J'ai encore un petit peu de temps ou pas, Gabrielle? Je m'adresse au peu. Tu as encore 2 minutes. Ok. Je vais parler en 2 minutes de la manière dont on le fait. Notre accompagnement, il s'étale pendant 18 mois. Donc, c'est vraiment une méthodologie qu'on a conçue et qu'on a pensée avec les professionnels de l'éducation pour que sur 18 mois s'établisse une vraie relation de confiance et que les jeunes puissent avancer dans leur réflexion d'avenir. Donc, en fait, nous, en tant que structure professionnelle qui encadre ces relations d'accompagnement, on propose un cadre minimum, on va dire, libre à chaque binôme, évidemment, de sortir de ce cadre. Et surtout, on suit individuellement chaque binôme. Donc, par exemple, on propose des outils pédagogiques et des guides du parrain et de la marraine à chaque binôme. Et les binômes vont échanger une fois toutes les 6 semaines, à hauteur à peu près de 2 heures. Et avant chaque échange, le jeune aura une mission à réaliser, le jeune et ou son parrain,
sur la connaissance de soi, la confiance en soi, la découverte de métiers, etc. Suite à ces échanges qui ont lieu toutes les 6 semaines, les binômes auront un petit compte-rendu à rendre à l'équipe Chemin d'Avenir. Sachez que dans l'équipe Chemin d'Avenir, on est aujourd'hui 20 personnes et la moitié d'entre nous est vraiment dédiée au suivi des relations de parrainage. Donc, on met à disposition des jeunes comme des parrains des outils pédagogiques et on est aussi très attentif à la formation des parrains. Le parrainage, c'est un levier principal de notre accompagnement, mais il y a aussi d'autres outils sur lesquels ils peuvent s'appuyer et qui viennent compléter ce parrainage. En fait, notre action globalement, elle est à distance, mais elle est aussi mélangée avec d'autres actions en présentiel, comme par exemple des ateliers qu'on mène dans les établissements, l'organisation d'une rencontre physique au moins une fois par an pour que les parrains et marraines et les filleuls se rencontrent, les stages, les événements, je l'ai dit, les ateliers, le programme thématique, etc. etc. Donc, c'est vraiment ce mélange d'une part des actions en présentiel et d'autre part des actions à distance. Et dernier point peut-être, avant de finir, comment on s'assure de la qualité de notre accompagnement. Déjà avec notre méthodologie qui nous permet encore une fois de suivre vraiment individuellement chaque binôme et d'adapter en permanence nos pratiques et nos outils. Et d'autre part, avec notre mesure d'impact qui nous permet encore une fois de réagir, de s'adapter et de suivre nos actions. Donc vous me direz que ce n'est pas forcément évident pour un jeune d'échanger à distance. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas forcément naturel déjà pour lui d'échanger avec quelqu'un qu'il ne connaît pas, encore moins à distance. Mais en fait, c'est une question d'habitude et une fois que le pli est pris, on voit que ça marche vraiment. On a des super résultats. Tu peux répondre sur le chat. Notamment sur le fait que tous nos filleuls recommandent Chemin d'Avenir à leurs camarades, comme tous nos parrains, parrains et marraines recommandent Chemin d'Avenir à un ami. Donc, j'ai envie de dire, c'est une question d'habitude, c'est une question de formation, de sensibilisation, avec vraiment un focus sur cette formation parrain et accompagnement individuel. Merci Laura, merci beaucoup. Est-ce que Cyril, vous voulez prendre la suite? Donc, vous êtes coordinateur de la cité éducative Grand Mirail pour la mairie de Toulouse. Et en tant qu'acteur public, pendant la crise sanitaire, quel a été votre constat et comment est-ce que de votre côté, le mentorat a pu être mis en place? Bonjour tout le monde, hein. Merci de m'accueillir et merci de m'avoir invité sur cette journée historique, comme je l'ai compris. Tout le monde m'entend bien, c'est bon? C'est la nouvelle question maintenant, c'est est-ce qu'on nous entend? Donc, effectivement, alors, rapidement, parce que peut-être que tout le monde n'est pas au clair sur ce qu'est une cité éducative, mais je vais le faire vite. Une cité éducative, c'est un territoire dans lequel se déploie un programme interministériel qui engage l'État et les collectivités territoriales dans un engagement commun au service de l'éducation. Voilà, je vais le dire rapidement, il y a aujourd'hui 80 cités éducatives en France et voilà, c'est un programme qui est assez récent parce qu'il a émergé en 2019. Les labellisations se sont faites sur ce temps-là et elles se sont mises en œuvre en 2020, pour dire quand même que c'était très frais au moment où le confinement s'est mis en place. Donc, pour revenir rapidement sur l'expérience toulousaine, c'est vrai qu'au moment où, au mois de mars, on confine, la question de la continuité pédagogique est la question centrale des institutions et des acteurs et publics et locaux, associatifs et même des parents en se disant mais comment on va faire? Le confinement, il produit deux choses sur le moment. C'est d'un côté, effectivement, la rupture de liens physiques entre les enfants, les familles et l'école, mais aussi entre tous les dispositifs qui sont des dispositifs d'accompagnement et d'aide au quotidien. Donc, ça a créé aussi un effet un peu panique en se disant « mais comment on va faire ?» et comment les choses vont pouvoir s'organiser. Et c'est sur la base de cette inquiétude
qu'on a essayé de réfléchir très localement et on s'est dit, ben, alors comment répondre dans l'urgence et sans repère à cette question-là. La réponse qui s'est un peu imposée à nous, c'est déjà de construire les choses très localement. C'est-à-dire qu'on avait besoin de se réunir entre acteurs du quotidien et du territoire. Ça, c'était quelque chose qui était important et qui va un peu déterminer tout le reste. L'idée qui a été la nôtre, c'est de dire il faut pouvoir avoir des espaces dans lesquels les questions vont pouvoir être posées, déposées, pour que nous, acteurs publics, on puisse après prendre la main sur les réponses. Et la première chose qu'on a mise en place, c'était très simple, c'est qu'on a mis une hotline, un téléphone, une plateforme téléphonique sur laquelle des médiateurs de la cité éducative pouvaient répondre aux questions des écoles, des parents. On a distribué le numéro de téléphone sur l'ensemble du territoire, traduit en plusieurs langues. Bref, je fais vite, mais ça nous permettait d'avoir un endroit où l'inquiétude et le stress pouvaient être déposés. Sachant que sur les questions de continuité éducative, ce qui est rapidement remonté, c'est pas tant, ça existe, mais comment je vais faire pour être en lien avec l'école, mais c'est comment je vais aider mon enfant à continuer à apprendre. Voilà, c'était un peu ce versant-là sur une inquiétude parentale, quoi. Voilà, donc ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il fallait apporter une réponse active à cette inquiétude. Et c'est là où, en fait, le maillage local et le tissu associatif local a été nous a donné une capacité de réponse extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a, avec la FEV en chef de file, on a organiser les acteurs d'abord de l'accompagnement à la scolarité, parce que c'était plutôt eux qui étaient sollicités par les parents et les familles. On a organisé une plateforme de déploiement, d'accompagnement individuel à distance, de mentorat à distance, comme on peut le dire et le nommer aujourd'hui, ce qui nous a permis, d'un côté, d'avoir une capacité de pouvoir répondre aux demandes des familles et une capacité aussi, à côté de ça, de répondre aux demandes des professionnels, notamment des agents de la mairie de Toulouse qui étaient en confinement et qui avaient envie d'aider, de pouvoir aussi être réorientés sur des situations. Ça s'est fait très simplement, hein. La FEV a pris l'animation de cette plateforme à son compte, hein. On lui a demandé et elle a accepté, heureusement. Et donc, elle s'est mise en lien avec les acteurs associatifs. On a permis aux acteurs associatifs d'identifier la FEV comme association coordinatrice. Et donc, quand une association avait des demandes auxquelles elle ne pouvait pas répondre sur la question du tutorat ou du mentorat, elle orientait la famille vers la plateforme coordonnée par la FEV. Ce qui permettait à la FEV de regarder quelle était sa capacité propre de pouvoir répondre à la demande ou quelle était la capacité des autres associations qui participaient à la plateforme de pouvoir répondre à cette demande. Parfois, des familles se sentaient plus d'être accompagnées par une association qu'elles connaissaient mieux localement, mais à laquelle elles n'avaient pas pensé. Donc, ce qui a été très important dans ce travail-là, c'est la dimension de confiance locale et territoriale qui s'est installée entre les acteurs. Ce qui nous a permis de passer d'un système de coordination à un système de collaboration. C'est-à-dire que les acteurs entre eux s'échangeaient s'échanger les besoins, échanger entre eux sur les capacités qu'ils avaient les uns les autres de pouvoir accompagner les familles. Et ça a vraiment permis de maintenir un très bon niveau d'accompagnement pendant le premier confinement. C'est ce qui a été repéré. Il y a eu beaucoup de demandes qui sont arrivées. À un moment donné, on était à 40 par semaine qui arrivaient et ce qui permettait vraiment d'avoir une capacité de réponse. Nous, pouvoir public, ça nous permettait aussi d'avoir un interlocuteur qui nous
qui partageait avec nous les besoins des acteurs et des populations sur ce moment-là. Et c'est là où on a pu travailler sur les questions d'accès au numérique, hein, parce que mentorat à distance dit aussi équipement numérique. Et au lieu de faire porter sur tout à chacun la question des équipements, nous, on avait un interlocuteur, la plateforme, qui nous faisait remonter les besoins des enfants qui étaient en demande. Et derrière nous, on prenait en charge, avec d'autres systèmes, les équipements numériques de ces familles-là. Donc, il y a eu vraiment un moment de collaboration, déjà entre acteurs de proximité et entre les acteurs et les pouvoirs publics que nous représentons. Donc, une expérience très positive et une expérience dans laquelle chacun a pu aussi s'engager en fonction de ce qu'il était capable de donner. Donc, c'est comme ça que ça a marché, parce qu'en demandant trop à un seul, ça ne marche pas, mais quand on répartit la charge sur les compétences de chacun, c'est là où ça marche. Donc, vraiment une expérience très, très, très positive. Ce qui nous a permis, donc on a fait fonctionner les choses, ce qui nous a permis en sortie de confinement de maintenir la dynamique de collaboration, c'est-à-dire que des enfants qui avaient été accompagnés par une structure lambda, mais qui fréquentaient plutôt une autre structure quand c'était en présentiel, quand ils sont revenus dans leur structure d'habitude, ils ont pu maintenir l'accompagnement du tuteur qui était orienté par une autre structure. Vous voyez, espace partagé, on se demande plus si c'est le local de telle ou telle association, mais on se met au service de l'enfant et de sa demande pour pas rompre le lien qui s'était établi et pouvoir le faire perdurer. Ce qui permet finalement, et ça c'est l'autre enseignement que l'on a aujourd'hui, c'est de mutualiser les ressources. Parce que d'un côté, effectivement, on s'est rendu compte qu'on avait des demandes et que individuellement, quand on est en silo, on ne peut pas y répondre fondamentalement. Mais de l'autre côté, la ressource en mentor, pour certaines associations très locales, elle est difficile d'accès. Et c'est vrai que d'avoir une capacité de mutualisation de cette ressource en mentor, ça a été un levier très important pour nous, parce que ça nous a permis de redéployer ces bonnes volontés sur l'ensemble du territoire et pas seulement auprès d'un acteur qui serait légitime à. Donc, et c'est ça que nous, on est en train de travailler aussi aujourd'hui. Un des enseignements, c'est de comment, en fait, on a une possibilité d'avoir une forme de mutualisation des gens qui se portent volontaires pour ce genre d'accompagnement, pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent être redéployés sur notre territoire. Parce qu'on sait très bien que les gens sont retournés au travail et n'ont pas forcément toujours le temps. Les étudiants, aujourd'hui, sont quand même très largement confinés, donc c'est une ressource qui se tarit aussi pour les associations. Et je ne parle même pas des personnes des retraités qui, aujourd'hui, sont quand même, et on les comprend, très prudents quant à pouvoir se déployer en présentiel auprès des enfants. Donc, cette expérience-là de mentorat à distance et la plateforme qu'on a pu développer à ce moment-là nous a donné énormément d'enseignements aussi sur comment redéployer les choses aujourd'hui. Et c'est pour ça et de ne pas retourner. Alors, c'est un peu le risque, c'est de repartir un peu sur ces vieilles habitudes, mais on essaye, nous, en tant que pouvoir public, c'est notre responsabilité de faire en sorte que les choses et que la dynamique se maintiennent. Donc, on continue à convoquer les acteurs sur cette idée-là, mais d'un côté, effectivement, d'avoir une possibilité de se répartir les demandes au plus près des besoins des familles et au plus près des réalités des acteurs, et puis de pouvoir se mobiliser et mobiliser les mentors à hauteur des besoins d'un territoire dans l'esprit d'une mutualisation des ressources et des besoins. Voilà ce qui pour moi était important de partager avec vous. C'est une expérience qui nous a beaucoup appris.
on est très prudent sur le fait de ne pas retomber dans nos vieilles habitudes, aussi un peu de fonctionnement un peu individuel, hein, c'est un risque aussi. Je pense que ce qui a permis, de faire fonctionner aussi, le système, c'est la confiance que les acteurs et l'interconnaissance des acteurs entre eux. Voilà, je pense que c'est important d'avoir un ancrage local quand on se propose, dans des espaces de partage et de mutualisation, voilà, parce qu'il faut que les acteurs puissent se connaître et se reconnaître et voilà. Merci. Ça vous va? Merci, Cyril. Oui, je vous coupe parce que Ouais, non, on a une montre, mais puis peut-être que dans les questions, on pourra revenir aussi sur le mentorat à distance merci. de façon un peu plus approfondie. Je vais donner la parole à Alexiane Thérocher, qui est donc chargée de mission mentorat à distance pour la FEV. Et vous avez aussi été mentor à distance, je crois, pendant le confinement. Comment est-ce que, selon vous, le mentorat répond à un véritable besoin? Bonjour à tous, donc je m'appelle Alexiane, je suis à la fois salariée et étudiante et pendant le premier confinement, j'étais aussi dans ma première année de master, ce qui m'a permis d'être à la fois membre du projet collectif pour la FEV dès septembre 2019 pour travailler sur cette notion de mentorat en France. Alors, dans cette petite introduction, je vais mentionner 2 éléments importants pour vous, pour bien, on va dire, vous accrocher à mon voyage au sein de la dimension mentorat de la FEV. Ce voyage, au final, vous allez vous en rendre compte, c'était un voyage en Ferrari et il n'est toujours pas terminé. Tout s'est enchaîné très vite pour le mentorat en France et pour le mentorat afévien et avec le collectif mentorat. Mais surtout, le mentorat d'abord d'urgence à distance pendant le premier confinement, puis le mentorat à distance maintenant. Eh bien, un des moteurs, c'est la curiosité. Vous allez voir, ce mot revient très souvent. Donc voilà, j'étais étudiante, le nez dans mes examens. Et puis, le confinement est arrivé. Et j'étais encore un peu dans ma bulle, donc à travailler uniquement sur la notion de mentorat, jusqu'à ce que Fiona et Eunice, qui sont, comme je les appelle, mes boss, me parlent de l'opération mentorat d'urgence, qui s'est lancée pendant le premier confinement. On y a déjà fait allusion. Et en fait, on m'a d'abord présenté l'opération en me demandant « Alexiane, veux-tu accompagner une petite fille qui s'appelle Mélissa, qui est à Besançon ?» Elle était en CM2, actuellement elle est en 6e. Donc, on m'a demandé de pouvoir accompagner une petite dans un contexte, au final, où ce n'était pas juste une enfant qui avait besoin d'aide. C'était d'abord tous les enfants accompagnés par la FEV, dans l'année scolaire 2019-2020, le maître mot était garder le lien. Donc, un petit coup de téléphone, une petite séance par-ci, par-là. Moi, je me suis incrustée en avril parce qu'à partir d'un confinement qui, au final, s'est éternisé, une situation inquiétante, la FEV a vu que, aïe, le confinement force les familles à avoir un dilemme. Des familles qui n'ont pas d'équipement numérique. Donc, que faut-il faire? Laisser les enfants sans équipement numérique et du coup, pas d'accès à l'école? Que faut-il faire quand vous-même, parents, vous travaillez? Voilà. La FEV a fait un constat cru. Les inégalités scolaires augmentent. Alors, à ma petite échelle, j'ai essayé d'aider. Mélissa, avant la première rencontre, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire avec moi? On ne se connaît pas. On est littéralement sur les 2 côtés opposés de France. J'étais sur l'île d'Oléron, sur la façade atlantique, et elle à Besançon. Est-ce qu'elle va même avoir envie de passer du temps avec moi? C'était un questionnement que Laura Chupin a déjà évoqué, et je peux vous dire que ce questionnement, c'est déjà le premier obstacle. Mais je suis curieuse, et je voulais sortir de ma zone de confort. Alors, la première rencontre, donc, qui s'est organisée par WhatsApp avec la présence d'un salarié à FEV qui s'appelle Justine Catalot de Besançon. On a parlé, on s'est présenté. Je lui ai dit que, bon, moi, l'école, j'aimais beaucoup l'école, mais que j'avais conscience aussi que certaines matières étaient un peu plus difficiles. Je lui ai avoué que je ne savais plus faire de division en maths. Oui, voilà,
Autant être mentor et avouer ses faiblesses, mais que pour l'aider, j'étais ravie de pouvoir me replonger dans mes livres. Alors, là, vous avez une petite idée d'activité qu'on faisait avec Mélissa. Mais l'essentiel du mentorat, by AFEV, c'était pas juste de faire les devoirs. Que ce soit 1 heure, 2 heures par semaine ou 4 heures, tous les mentors impliqués dans cette opération de mentorat d'urgence pouvaient contribuer à hauteur de leur temps libre, mais surtout en s'inspirant de leur propre parcours. Un mentor, ce n'est pas quelqu'un qui applique à la règle les programmes scolaires. C'est quelqu'un qui se dit « Tiens, j'aime bien la danse, c'est mon cas. Et je sais que des sessions d'1 heure par téléphone, c'est assez long, que ce soit pour un mentor ou pour un mentoré. » Donc du coup, en plus des petits jeux traditionnels français, maths, anglais, j'ai découvert que Mélissa savait très bien parler anglais, mais elle n'en avait aucune idée elle-même. Elle manquait de confiance sur ce point-là. On faisait des petites pauses. Pas question de lâcher le téléphone et de partir se prendre son goûter soi-même. Soit on goûtait ensemble, soit on se faisait des petites chorégraphies. Et oui, j'étais pas mieux tombée au final, on était toutes les deux fans de danse. Un coup, elle me montrait sa chorégraphie, un coup, c'était moi. On faisait également des petits challenges TikTok. J'ai découvert ce que c'était d'ailleurs. J'ai beau avoir 21 ans, apparemment, je suis une mamie des réseaux sociaux. Mais au-delà de ça, le mentorat, c'était aussi une façon pour elle de me partager un peu son quotidien. 4 sœurs, pas de bureau, juste un lit pour travailler, c'était parfois compliqué. Et bien, dans ce cas-là, on improvisait. On faisait des activités en famille, de la lecture. Quand elle révisait ses tables de multiplication par une chasse au trésor, sa maman se joignait à nous également. Tout ça, donc c'est un extrait des activités qu'un mentor peut faire, en plus des ressources qui nous avaient été communiquées, un site internet, le mentorat, et des guides. Les guides des mentors d'urgence, les guides des familles et les guides des établissements scolaires, j'y reviendrai plus tard. Eh bien, vous allez, avec ces petites ressources, j'ai tissé un lien très fort. Un lien tellement fort qu'un jour, on m'a accueillie avec des chansons traditionnelles kosovares et une danse traditionnelle kosovare. Curieuse, je suis aussi émotive. Alors, imaginez bien que j'avais quelques larmes qui coulaient un peu. Et ça c'est gravé dans ma mémoire. Ce qui est aussi gravé dans ma mémoire, c'est qu'on a pu faire l'accompagnement que pendant 2 mois. 2 mois où on a eu des soucis Internet. Bon, c'est pas grave, on coupe la caméra et on fait par téléphone. 2 mois où Mélissa, parfois, avait été très dure envers elle-même. Alors, c'est pas grave. On travaillait aussi sur sa tolérance envers elle-même, mais travailler aussi une chose qui m'est apparue évidente, elle manquait tellement de confiance en elle qu'elle ne savait pas donner son opinion. Elle disait oui ou non. Un mentor, c'est là aussi pour soutenir une petite. C'est aussi la soutenir dans sa projection au travers de cette pandémie. C'est aussi lui parler du collège. Elle était en CM2, elle est maintenant en 6e. Aïe, 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 le monde des grands. Et bien là, c'était l'occasion rêvée de lui parler de mon expérience et surtout de lui partager que tout passe. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs, mais il faut toujours accepter d'être curieux dans la vie et toujours accepter également de donner le meilleur de soi-même. En plus d'être mentor, dès le 18 mai, je suis devenue salariée pour mentorat d'urgence. Donc, au début, je devais juste faire un état des lieux avec les structures qui nous ont sollicité, des écoles qui avaient senti elles-mêmes un vrai besoin. Donc, je ne vais pas revenir sur ce point parce qu'il a été développé de manière assez importante dans l'intervention précédente. J'ai été au début aussi juste en lien avec les écoles, pas du tout avec les familles et les mentors. Moi, j'avais ma petite expérience à côté. Je travaillais en équipe, donc une opération qui a permis d'accompagner 3500 jeunes et pour à peu près 3358 mentors. Attention, j'ai vérifié les chiffres. Pour tous les niveaux. Il fallait aussi après j'ai décidé d'avoir le point de vue de ces familles et des mentors pour savoir, selon eux, comment améliorer du mentorat digital. Mon intervention, à partir de ce moment-là, je ne vais pas vous donner que les points positifs. On est là pour réfléchir. Donc, je vais aussi vous faire part des points à améliorer. Et les points à améliorer se sont multipliés lorsque le déconfinement a été prononcé. Là, je pense que vous pouvez tous en attester. Ça a été un peu
tout le monde essayait de revenir à une vie normale, mais en même temps, il y avait encore certains confinements dans certaines régions. Bref, c'était un retour difficile. Et le retour difficile, il a été très durement vécu par les jeunes également. Et les mentors ont continué d'autant plus. J'ai eu des retours de certains mentors qui me disaient qu'ils avaient augmenté le volume horaire après le confinement parce que les jeunes étaient vraiment totalement perdus. Mais qui dit déconfinement et qui dit demande accrue de mentors ou demande accrue d'attention de la part des mentorés, les mentors ont été d'autant plus formés. Outre le guide qui était mis à notre disposition, des webinars se sont joints à notre formation. Donc, ça a été, lorsqu'on a fait en juillet le bilan, ça a été quelque chose qui a été salué mais jugé comme insuffisant. J'y reviendrai. Les bilans, c'est l'occasion de prendre du recul, de tirer des enseignements, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Alors, du côté des établissements, ce qui a marché, c'était qu'ils voyaient une vraie différence dans la scolarité des jeunes qu'ils avaient proposés au dispositif mentorat d'urgence. Les jeunes n'avaient pas du tout en fait décroché. Et il y en a certains qui ont raccroché. Pour les côtés négatifs, ça leur avait demandé beaucoup de travail de faire la mise en relation entre le bénévole et la famille. Ce qui était également souligné, c'était la difficulté d'impliquer les familles après le déconfinement. Ça a donné lieu parfois à des familles comme la mienne, où la maman, ce n'est pas Mélissa qui a donné fin à l'accompagnement, mais c'est la maman. Elle s'est dit, bon, l'école est repartie, pourquoi ma fille devrait en plus avoir une heure supplémentaire avec une mentor. Elle n'avait pas très bien, du coup, cerné la plus-value du mentorat. Et ça, c'est un point vraiment qu'il faudrait qu'on travaille tous actuellement main dans la main. Il faudrait qu'on y réfléchisse au final. Pour les mentors, eh bien, ce qui leur manquait, c'était parfois vraiment cette implication de la famille, mais également d'avoir l'occasion d'échanger avec d'autres mentors. Alors, partant de ce constat, et partant d'un constat qui, moi, m'avait énormément surprise en juillet, c'était les établissements scolaires de mentorat d'urgence, donc qui étaient au final des établissements que la FEV ne connaissait pas ou les autres structures du collectif mentorat ne connaissaient pas forcément. Ces établissements scolaires m'appelaient et me disaient « Bon, Alexiane, comment on fait pour la rentrée prochaine ?» Et là, vous vous dites « Ah, il y a un vrai besoin encore. » Ce n'était pas dans l'optique où on savait qu'on allait avoir un deuxième reconfinement. Non, ça, c'était vraiment très, très loin de nos esprits. C'était juste les établissements étaient ravis d'avoir, pendant le confinement, eu connaissance d'un dispositif qui, pour eux, était juste pérenne. Il devait être pérenne. Mentorat à distance est né. Mentorat à distance est né officiellement le 31 août 2020. Donc, j'ai été la première salariée pour la FEV, mais j'ai été rejointe en novembre par Guillaume, qui est plus, lui, du côté d'un programme de Normandie. J'y reviendrai. Alors, ce qui était au début une expérimentation, et au final, c'est concrétisé très rapidement dès la fin octobre, parce qu'on a été sollicité encore et toujours. Je vais conclure sur donc cette opération mentorat à distance qui a permis de créer une communauté de mentors très solidaire parce qu'on a eu donc des demandes, comme je l'ai dit. En novembre, on a eu en 3 semaines l'équivalent de 700 inscriptions de mentors. Et en termes d'accompagnement de mentorés, donc c'est dans les Outre-mer, en métropole, les demandes arrivent au fil de l'eau, donc c'est pour ça que je parlais d'une expérimentation. Et bien là, on a été assez surpris de voir arriver au total actuellement plus de 700 jeunes. Qu'on est à l'équilibre avec les mentors. Je vais vous laisser sur la conclusion que je tire de mentorat d'urgence, puis mentorat à distance. On a tous eu des mentors qui n'ont jamais dit leur nom. Ou parfois, si, ils avaient le titre de mentor. Tous. Il faut juste chercher un peu parfois. Parce que c'est une notion qui est récente en France. Mais je pense que parce qu'on a tous eu des mentors dans notre vie, on sait pourquoi le mentorat a autant d'impact. Mais pour le mentorat à distance, ce n'est pas une solution temporaire, c'est une vraie solution.
Donc, dans ce cas-là, pourquoi on ne devrait pas tous s'impliquer à faire que cela fonctionne par-delà les confinements et sur la durée? Merci beaucoup, Alexiane. C'était très chouette d'avoir un témoignage, je crois, incarné comme ça, avec une expérience de terrain. Je pense que ça nous a vraiment fait beaucoup de bien à tous. Notre dernier intervenant, c'est Axel Daucher. Donc, vous êtes président de la fondation Make.org. Vous avez mené une consultation citoyenne récemment sur la grande cause des jeunes et je crois qu'il en est ressorti le mentorat. Le mentorat a vraiment été identifié comme un véritable outil en faveur d'une société plus inclusive. Je vous donne la parole. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous dans ce cénacle de passionnés et d'engagés sur ce qui apparaît vraiment comme une nécessité générale. En ce qui concerne les Make.org, en fait, nous, notre métier, c'est d'orchestrer des grandes causes où, à partir d'une opinion citoyenne, on construit une sorte de grande mobilisation pour aboutir à des sujets concrets et à des actions concrètes. La première grande mobilisation qu'on a mis en place, c'était une mobilisation autour de ce qu'on appelle la grande cause des jeunes. La grande cause des jeunes, c'est une grande cause qui a réuni une soixantaine d'organisations autour d'une question: comment donner une chance à chaque jeune? Et on a eu sur cette question-là 220 000 personnes qui nous ont répondu et 1,5 million de votes. Donc on est sur des chiffres qui sont absolument colossaux. Qu'est-ce que les gens répondent à la question donner une chance à chaque jeune? Ils répondent principalement deux grands types d'enjeux qui sont l'enjeu de l'orientation d'une part et l'enjeu de l'insertion d'autre part, qui sortent majoritairement. Et c'est là où le mentorat arrive vraiment comme étant une charnière entre les deux, pour une logique de, je dirais, les trois sous-segments sur lesquels le mentorat a été adossé, c'était toutes les logiques de système d'accompagnement à l'orientation, toute la logique d'intervention des professionnels en contact avec les élèves ou les étudiants pour les accompagner, et enfin sur une logique intergénérationnelle. Donc le mentorat est vraiment sorti comme une solution sur laquelle on a travaillé, mais je vais revenir juste après. Ce qui est très intéressant, c'est que le mentorat n'est pas ressorti que sur la grande cause pour donner une chance à chaque jeune. Il est ressorti notamment sur une autre grande cause qui est rendre la culture accessible à tous. Il est sorti notamment sur une grande cause qui était comment mieux prendre soin des aînés. Et puis, quand on a posé une question pendant le confinement de comment construire le monde d'après, il est de nouveau sorti. Donc, on a une sorte de transversalité qui est mobilisée, enfin, ce qu'on appelle nos mentorats, en fait, est aux confins de plein de dynamiques différentes, que ce soit celle de la quête de relations intergénérationnelles, celle de la quête de l'accompagnement d'un jeune dans l'orientation ou dans l'insertion, ou celle même peut-être parfois plus spécifique, et je finirai par ça sur la partie citoyenne, mais sur une grande consultation qu'on a fait sur l'égalité femmes-hommes dans l'économie, le mentorat est ressorti comme une solution. Donc on s'aperçoit qu'il y a plein de bonnes raisons qui mènent au mentorat, et c'est pour ça que dans le cadre de la grande cause pour les jeunes, on s'y est attelé. Et donc, on a fait collaborer nos 60 partenaires à comment est-ce qu'on peut, nous, en tant qu'acteurs extérieurs, finalement, aider au développement du mentorat. Quels sont les sujets qui manquent? Et il y a deux sujets qui sont ressortis dans ces ateliers. Le premier, c'est un sujet de volume. Aujourd'hui, il y a plein de solutions de mentorat remarquables. On a eu des témoignages tout à l'heure, elles peuvent être présentielles, elles peuvent être distancielles, mais il y a plein de solutions. La réalité, c'est qu'il y a un plafond de verre en termes de volume de mentors et de volume de mentoring. Et que ce n'est pas un problème d'offre, parce que l'offre est vraiment extrêmement puissante, c'est un problème de passage à l'acte, de vraiment comment on peut vraiment réussir à transformer une envie, un besoin, en une rencontre, et une rencontre en un mentorat. Et du coup, c'est comme ça que dans le cadre de la grande cause, on s'est attaché à développer une idée toute simple, c'est le flash mentoring, qui n'est pas du mentorat, mais qui est des rencontres très brèves entre des élèves et des étudiants, des jeunes et des mentors, de façon à nourrir des opportunités
de mentorat, de vrai mentorat, où on va travailler dans la durée. Comment faire pour qu'il n'y ait pas un jeune en France qui se pose une question sur l'hôtellerie ou qui n'est pas dans les 3 semaines, une demi-heure de coup de téléphone avec un pro de l'hôtellerie qui pourrait le raconter. Et inversement, comment un peu casser le plafond de verre des mentors eux-mêmes, c'est-à-dire avant de s'engager sur un vrai mentorat dans la durée, ben, on est peut-être plus facilement prêt à fournir 1 heure de son temps sur lequel on va donner 2 coups de fil à un jeune. Donc cette idée du flash mentorat n'est pas substitutive, c'est plutôt un accélérateur et c'est comme ça qu'on l'a construit. Et on l'a essayé de la mettre en œuvre en 2 étapes. Tout d'abord, on a travaillé assez longuement avec Job IRL. Je vois que Christelle est parmi nous, qui est la fondatrice de Job IRL, sur une opération qui a eu lieu pendant le confinement, qui a réuni PwC, BNP, Google, Accor, Viva Technologiques, les partenaires de Viva Technologiques, et sur comment est-ce que, en cas d'urgence, on était capable de mobiliser ces rencontres légères en utilisant la plateforme de Christelle. Et là, on a vu qu'effectivement, ces modes légers avaient une faculté à démultiplier le volume. Et c'était vraiment le premier test qu'on a mis en place. Et puis, on a fait ce qu'on a pu pour aider Job IRL dans cette phase-là et a posteriori. Et puis, récemment, on a élargi, je dirais, l'ambition en se rapprochant de mentorat.fr et de la collectif qui est derrière, et en train de définir comment on peut les aider. Nous, on n'est que là pour aider. On n'a aucun parti prenant excepté le fait de servir à quelque chose. Et en fait, les 2 axes sur lesquels on aimerait vraiment avancer, c'est cet axe de ces expériences marchepied. Quand je parlais de flash mentoring, on parle d'expériences marchepied pour des mentors et pour des mentories qui leur permettent de nourrir des filières de mentorat en aval. Et puis, de façon générale, vraiment une logique très marketing qui est de flux. Comment multiplier par 5, multiplier par 10 le volume du mentorat. Et on sait très bien que c'est aussi compliqué du côté des jeunes que du côté des cadres. Comment vraiment démultiplier cet outil absolument pas simplement efficace, mais nécessaire à la lutte contre les inégalités pour les jeunes qui ont été renforcées et qui se renforcent chaque fois, mais aussi nécessaire pour notre cohésion sociale en tant que telle, de société qui a besoin de ce lien-là. J'ai fait plus court, hein, Gabriel, parce que tu m'as dit qu'il fallait que ça finisse à midi, donc j'ai fait plus court. Je suis surprise, du coup, vous me prenez des dépourvu. Merci beaucoup. Eh bien, merci à tous. On va passer aux questions, peut-être. Je pense que ça permet d'aller un peu plus loin sur les interventions. Sachez qu'il y aura un compte-rendu qui sera rédigé. Et donc, si vous voulez poser des questions sur le chat ou à l'oral, libre à vous. On avait une première question dans le chat qui était une question de Lucie, notamment après l'intervention de Cyril, qui demandait si la mutualisation, la collaboration entre les acteurs locaux, les outils et plateformes mises en place avaient bien perduré dans le temps après le confinement. Alexia notamment en avait aussi parlé, mais voilà, est-ce que cette collaboration a perduré? Et si oui, comment et quelles sont aussi les perspectives? Alors, pardon. Oui, c'est notre responsabilité aussi de pouvoir public, de pouvoir maintenir aussi cette dynamique et de ne pas laisser les acteurs seuls porter aussi cette dynamique de mutualisation. Donc, effectivement, on a essayé, nous, et on fait en sorte qu'elles se maintiennent aussi dans un contexte différent, parce que ce n'est pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes urgences, les acteurs ne sont pas déployés exactement de la même façon aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a presque un an. Donc, on a essayé d'identifier aujourd'hui quels étaient les réels besoins et points d'appui et de progrès sur la dynamique des acteurs en capacité de pouvoir produire de l'accompagnement et du mentorat pour pouvoir justement
créer cette nouvelle plateforme en fonction des besoins réels d'aujourd'hui et donc de ceux qui pourront se pérenniser dans le temps, voilà, qui ne sont plus réellement ceux de l'urgence, mais ceux du temps long. Donc, on est dans la même dynamique, on maintient la dynamique de proximité, on a identifié les leviers qui pouvaient faire mutualisation, et maintenant, on est en train de les mettre en mouvement pour avoir un système plus pérenne. Vous avez d'autres questions sur les outils, par exemple? Peut-être qu'on pourrait aller un peu plus loin. Cyril, vous, sur les outils, comment est-ce que vous avez travaillé sur le mentorat à distance? Donc, alors, déjà, la plateforme, ça a été numérisé, hein, c'est la FEF qui a pris en charge cette question-là. Donc, on a effectivement numérisé la question de la demande et comment on s'inscrit et comment on postule à un mentorat ou à devenir mentor. Voilà, et puis après, toute la logistique qui s'est mise en place derrière, pour pouvoir aussi fournir les équipements aux familles. Et là, je le dis, alors plutôt de la place d'un acteur de la politique de la ville, mais on s'est beaucoup appuyé sur les contractualisations et les engagements des entreprises au titre du contrat de ville, et notamment le pacte. Ça a été pour nous une façon aussi d'aller chercher le monde de l'entreprise au service d'une action éducative, non seulement pour pouvoir doter en équipement numérique les familles qui en faisaient la demande, mais par répercussion, cette relation-là, elle a créé aussi une nouvelle dynamique en termes de possibilité de sensibiliser ces entreprises-là à la question du mentorat, de fait. Parce que quand on les rencontrait sur les outils numériques, ils nous disaient: nous, on a des personnels qui auraient envie, qu'on a besoin aussi d'occuper, je vais le dire assez trivialement comme ça, et peut-être qu'il y a des choses comme ça. Donc, c'est ces interconnexions entre les différentes actions qui ont permis de faire des ponts et d'équiper, et en même temps de doter en ressources humaines le mentorat à distance. Merci beaucoup, Cyril. On a une question d'ailleurs d'Isabelle qui demande qu'est-ce qu'il en est des outils liés à la formation des mentors et de la mise à disposition de ressources. S'il y a des exemples aussi à donner, peut-être que Laura aura des exemples concrets à ce sujet-là. Et puis après, on reviendra aussi sur la question d'Arnaud, qu'on n'oublie pas. Je vais répondre surtout dans le cadre en m'inspirant de ce qu'on a fait pendant le premier confinement, donc avec l'opération dont parlait Alexiane de mentorat d'urgence. Elle vous a mis d'ailleurs, Alexiane, un lien dans le chat avec les ressources que vous pouvez retrouver en ligne. Et effectivement, l'idée, c'est vraiment d'avoir un pot commun avec toutes ces ressources. Comme vous en doutez, dans le collectif Mentorat, on est 8 assos qui faisons du mentorat de façon professionnelle depuis plusieurs années. Donc, beaucoup d'outils disponibles et beaucoup d'outils qui font appel qui s'adaptent aux différentes cibles parce que certains viennent des territoires, des quartiers prioritaires de la ville, certains sont des enfants, des collégiens, lycéens, étudiants, etc. Et pendant donc cette opération de mentorat d'urgence où on a vraiment proposé aux écoles et au collège et au lycée la possibilité de les accompagner dans la mise en place d'un système de mentorat. Dans cette opération, il y avait vraiment tout un volet formation des mentors qui était extrêmement importante pour nous, puisqu'on a eu, et je pense qu'on a tous été très enthousiasmés par ça, on a eu un fort engouement autant de la part des étudiants que des actifs, que des retraités qui nous disaient en fait, je veux aider dans cette période, mais dites-moi comment faire. Donc, c'est là qu'on les a recrutés et la question, c'était vraiment de les former, non seulement parce qu'à partir du moment où on accompagne un jeune, on a besoin d'être formé, évidemment, mais encore plus dans cette question où, en fait, la détresse psychologique peut vite prendre le pas, ou en tout cas le manque de lien avec l'extérieur, etc. Et le manque de lien à l'école, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui
faisaient face au risque de décrochage scolaire ou qui décrochaient. Donc, on a organisé notamment, on a envoyé une newsletter par semaine aux mentors qui retraçait d'une problématique principale sur le mentorat. Par exemple, quelle posture je dois avoir au mentor, comment accompagner un jeune allophone, comment l'accompagner dans son orientation, comment m'assurer que la relation soit pérenne à terme, etc. Et on a aussi organisé des webinaires chaque semaine en faisant intervenir des personnes terrain qui ont vraiment une expérience terrain et qui pouvaient nous livrer leurs témoignages. Donc, c'était vraiment sous forme de table ronde, un petit peu comme ce qu'on fait aujourd'hui. Toutes ces webinaires, elles ont été enregistrées et elles sont disponibles sur le site du mentorat, dont le lien a été partagé par Alexiane dans le chat. Mais si je prends un petit peu de hauteur, vraiment, à terme, l'idée avec ce collectif mentorat, c'est vraiment de proposer des outils d'accompagnement parce qu'encore une fois, on fait tous la même chose, on se pose tous les mêmes questions. Simplement, on les fait différemment parce qu'on s'adapte aux réalités des territoires et aux réalités des cibles. Mais en fait, profitons-en et ne réinventons pas 15 fois la roue quand ça existe déjà par ailleurs. Je vais me permettre de compléter ce que tu dis, Laura, parce qu'au final, tous les enseignements de mentorat d'urgence sur la formation des mentors ont été tirés, donc chacun de notre côté cette année. Le principal enseignement, c'était que les mentors avaient parfois du mal à discuter entre eux. Donc, pour mentorat à distance, j'ai pris la décision, par exemple, de créer en plus de la session de formation qui est obligatoire, où c'est basé sur des mises en situation. On crée, une fois qu'ils sont formés, qu'ils ont dit qu'ils veulent vraiment participer et qu'ils ont choisi le niveau scolaire souhaité, on crée des groupes WhatsApp. Et chaque semaine, par des temps d'échange entre mentors, on traite d'une problématique. Donc, c'est des webinaires qui sont centrés sur la FEV, mais qui, à terme, l'idée a été évoquée de pouvoir avoir des webinaires aussi avec le collectif mentorat. Et donc, avant de venir forcément pour cet atelier, j'ai essayé de relire un peu tous les suivis que la FEV a fait du mentorat à distance. Ce qui revient le plus souvent, effectivement, c'est cette joie de chaque mentor de poser une question sur les groupes WhatsApp et d'avoir une réponse immédiate par d'autres mentors, par des personnes autres que les salariés. En plus de ça, donc, il y a, pareil, on a gardé l'idée d'une newsletter, mais surtout, les mentors ont l'impression de pouvoir contribuer à des ressources. Ils nous envoient des petits liens, ils nous envoient des choses, des idées d'activités sur lesquelles ils s'appuient. Donc, ça peut être des recettes de cuisine pour travailler les maths ou encore des façons d'apprendre une langue à distance. Donc, c'est vraiment l'enseignement de mentorat d'urgence, c'est que les mentors veulent construire avec nous, avec les associations, et ils sont encore plus heureux de pouvoir à la fois eux-mêmes apprendre de leur expérience du mentoré avec leur mentoré et le transmettre aux autres mentors. Merci pour cette réponse. On avait une question d'Arnaud qui parle en termes d'enseignement. On parle de plus en plus de blended learning ou d'hybridation des formes d'enseignement et demandait ce qu'il en était du blended mentoring. Arnaud, si vous voulez peut-être, je ne sais pas quel intervenant veut répondre à cette question, mais n'hésitez pas à désactiver votre micro si vous avez des précisions sur cette question à faire pour les intervenants. Moi, je veux bien prendre la parole pour parler blending, mentoring, si vous voulez. Donc, moi, je suis la présidente de Job IRL. Et justement, chez Job IRL, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on a notre plateforme donc, qui connecte massivement des jeunes avec des professionnels, puisqu'actuellement, on est plus de 70 000 membres. On a 6 000 professionnels qui sont là pour parler de leur métier aux jeunes. Et en effet, il est certain que sur des publics fragiles, alors des élèves très motivés, je dirais, même s'ils ont une fracture sociale, culturelle et autres, ils vont se saisir de Job IRL très bien. En revanche, tous les jeunes, notamment de la voie pro, des jeunes qui vraiment manquent des codes, eux, on a besoin de faire des actions de terrain. C'est pour ça que nous, on a un programme sur le terrain qui s'appelle Connecte-toi à ton avenir, qu'on déploie dans des collèges, dans des lycées et autres. Et donc, pour moi, il est capital. De toute façon, on voit bien que le e-learning, d'ailleurs, le confinement l'a montré. Le confinement a montré que même des étudiants, je dirais, des bons élèves motivés ont du mal avec l'e-learning. Les MOOC, comme je dis souvent,
tout le monde en a parlé, personne n'en a vraiment suivi. Les taux d'assiduité, par exemple au MOOC, même avec des publics, je dirais, d'élèves très motivés, sont assez faibles. Même des plateformes comme Open Classroom ont développé du mentorat régulier et autres parce qu'il faut à tout prix ça. Et donc, je pense qu'il est quand même capital, notamment si on veut travailler avec des publics fragiles, et ce qui est quand même souvent le cas en égalité des chances, bah, le terrain est capital pour assurer l'assiduité. Enfin, ne faire que du digital, c'est très compliqué si on veut vraiment accompagner au mieux un jeune. Il y a une forme aussi de blended mentorat pour les étudiants du côté de la FEV. En effet, Inès Donichal cherche à développer la reconnaissance du mentorat par les universités. Donc, pour que chaque université française qui a des méthodes différentes puisse reconnaître l'activité de bénévolat et reconnaître également les compétences que le mentor développe, eh bien, il fallait une plateforme. Cette plateforme s'appelle REC et propose un MOOC de 2 à 3 heures. Donc, le MOOC est notamment, c'est des mises en situation. C'est pensé aussi comme un outil complémentaire de formation. Mais surtout, il permet aux mentors de le faire en parallèle de leur vraie session en présentiel ou en distanciel. Et ça permet également pour les mentors à distance de faire un petit retour sur comment on pourrait l'adapter spécifiquement pour du mentorat à distance. À terme, peut-être qu'il y aurait 2 plateformes, peut-être qu'une seule et même serait gardée, ça c'est encore en chantier. L'idée, c'est de permettre à la fin de ce MOOC, chaque mentor peut faire un bilan de compétences et le transmettre à son université, ou alors c'est Inès qui le transmet. Donc ça leur permet à la fois de sortir un peu la tête des études, d'avoir des vraies interactions avec leur mentoré, mais en même temps d'avoir quand même une sorte de reconnaissance au final basée sur des compétences que tout le monde connaît, où ça parle à tout le monde, et de l'avoir comme preuve. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, le mentorat ne permet pas de développer uniquement que des hard skills, par exemple, organiser une séance. Non, ça permet aussi, on en a parlé dans la plénière, de développer des séances, de développer la créativité ou sinon l'esprit critique du mentoré. Voilà l'intérêt de cette plateforme du côté AFEV qui, je pense, va être amenée à prendre de l'ampleur. Je complète Alexiane vraiment sur ce côté, j'en ai parlé un petit peu en plénière, mais j'insiste dessus, sur le côté enrichissement mutuel du mentor et du mentoré. Et c'est vraiment, il ne faut pas croire que c'est juste le mentoré qui gagne. On a énormément de témoignages chez Chemin d'Avenir qui nous prouvent le contraire, et d'ailleurs au sein du collectif mentorat et de partout. Et ce serait faux de croire qu'un étudiant pendant la crise qui déjà fait face à une multitude de défis n'a pas envie de s'engager. Au contraire, c'est un sentiment d'utilité qui lui apporte énormément en termes de valorisation de soi, en termes de développement des compétences, qu'il peut valoriser aussi par ailleurs, etc. après. Et aujourd'hui, voilà, les soft skills, on n'avait que le répéter, mais c'est des compétences qui deviennent indispensables aussi pour s'orienter, pour intégrer le marché du travail et dont on a besoin dans le monde dans lequel on vit. Je reviens juste sur ce que vous disiez, Christelle. Je vous rejoins complètement sur le fait que je pense que c'est nécessaire de coupler la distance avec du présentiel. Nous, c'est ce qu'on fait beaucoup chez Chemin d'Avenir et on voit que ce serait très difficile, je pense, de faire que du distanciel. Et aussi un point sur l'engagement des mentors. On est tous... le mentorat à distance, ça peut faire peur, et surtout pour un mentor qui ne sait pas forcément comment s'y prendre. Je pense que c'est vraiment une question d'accompagnement, et à partir du moment où il se sent épaulé, où il sent qu'il a une structure professionnelle sur laquelle il peut se reposer, ça marche. C'est efficace et on le voit aussi. Nous, chez Chemin d'Avenir, j'en parlais, on a cette plateforme collaborative qui réunit toute notre communauté de parrains, marraines et de filleuls, sur laquelle il y a souvent des échanges de bonnes pratiques entre parrains ou alors des échanges de parrains à filleuls, etc. C'est aussi un autre moyen de... non seulement de développer le sentiment d'appartenance des parrains comme des filleuls à la communauté Chemin d'Avenir, mais surtout de se sentir épaulés avec des outils et qu'ils ne sont pas livrés à eux-mêmes.
C'est vraiment, voilà, et encore une fois, c'est s'adapter à chaque jeune est différent. Il y a une sacrée différence évidemment entre le jeune qui est hyper proactif, qui sait exactement ce qu'il veut faire et qui va droit au but, et celui qui est complètement paniqué ou un petit peu anxieux par rapport à la scolarité, etc. Tout ça, c'est des choses à prendre en compte évidemment, mais vraiment, j'insiste, je pense que le plus important, c'est le côté former le mentor et qu'il se sente épaulé et accompagné. Donc, j'aimerais juste peut-être aussi pouvoir témoigner par rapport à cette hybridation un peu. Donc, je suis Sandra, je suis déléguée territoriale à la FEF Toulouse. J'ai donc eu la chance de collaborer avec Cyril pour la mise en place de la plateforme toulousaine Cité éducative. Peut-être dire aussi que ce qu'on a appris, enfin moi je trouve pendant ces expériences de mentorat à distance, c'est que l'un n'était pas excluant de l'autre et qu'aujourd'hui, ça enrichit nos accompagnements, pour ceux qui ont pu se faire en présentiel aussi, réinventer quand les étudiants sont sur des périodes de partiels, de révision, où ils sont moins disponibles pour pouvoir aller sur leur lieu d'accompagnement. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant et qu'on fait maintenant, c'est-à-dire de pouvoir poursuivre du présentiel et à côté du distanciel sur ces périodes où les étudiants sont moins disponibles, où les jeunes sont moins disponibles parce que à un moment donné, c'est plus compliqué pour eux, et de pouvoir justement avoir un mixage un peu des deux et pas les opposer complètement. C'était pour répondre aussi un peu à la question sur ces alternances de distanciel et présentiel. Alors, on avait Lucie aussi qui levait la main. Réactivez votre micro. Voilà, vous m'entendez? Oui. Alors moi j'ai une petite question, je vais peut-être mettre un peu les pieds dans le plat. Moi je travaille pas du tout pour une association de mentorat, en l'occurrence je suis travailleuse sociale et par contre je travaille avec la FEV comme partenaire de nos accompagnements. Et du coup la question que je me pose vraiment, c'est qu'en fait dans toutes les associations, j'entends très peu le travail social en fait et les partenaires, parce qu'on parlait tout à l'heure, c'est Christelle qui parlait des enfants fragiles, voilà, des gens, on va pas se mentir, il n'y a pas que du scolaire dans ces familles-là. Je pense que toutes les familles, enfin que tous les mentors de vos associations se rendent rapidement compte que en fait la problématique scolaire n'est qu'un symptôme de quelque chose derrière de social. Et du coup comment est-ce qu'on travaille avec ça? Parce que voilà, moi je suis travailleuse sociale, j'ai une formation, je dis pas que les mentors sont pas formés, loin de là, parce que je fais aussi les formations avec la FEV et je sais que les formations des mentors sont très très bonnes et sont complètes. Mais voilà, je me pose la question de comment est-ce que les mentors travaillent aussi avec le travail social de manière générale. Je n'ai pas connaissance dans toutes les villes de comment ça se passe, mais je trouverais ça intéressant qu'il y ait peut-être du lien aussi, parce que peut-être qu'avant le terme mentorat, l'accompagnement social existe pour beaucoup des familles dans lesquelles les mentors interviennent. Voilà, un petit peu. Sur cette question-là, par rapport à notre expérience, bien sûr qu'on n'a pas fait porter tous les besoins sur le mentorat. Voilà. Et ça a marché parce que justement, on a laissé le mentorat là où il est efficient et là où il a une vraie plus-value. Mais par contre, on a fait fonctionner ce mentorat avec d'autres équipements, et on a fait une plateforme de travailleurs sociaux aussi, mais je pourrais en parler dans un autre espace, avec la prévention spécialisée, avec la réussite éducative, où là, c'était justement des éducateurs spécialisés, des psychologues, des assistantes sociales qui se mettaient ensemble pour pouvoir justement prévenir des risques plus importants que ceux que pouvait prévenir le mentorat. Par contre, les plateformes en étant reliées les unes avec les autres, un éducateur spécialisé ne devenait pas un mentor, il avait la possibilité de faire appel au mentorat, et un mentor ne devenait pas un éducateur spécialisé parce qu'il avait la connexion avec l'autre plateforme, comme on avait d'autres plateformes sur la question de l'aide alimentaire. Enfin, je ne vais pas tout décrire, mais voilà, je souscris à ce que vous dites. C'est important de faire fonctionner le mentorat dans un environnement riche et parfois même complexe, pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. C'est ce que j'aurais tendance à dire.
Ouais, et merci beaucoup, Lucie, pour ce témoignage. Je vais vous apporter quelques éléments de réponse qui valent ce qu'ils valent. Je pense que pour moi, vous êtes un acteur clairement à part entière qu'il faut absolument inclure dans cette dynamique collective dont on parle depuis le début de ces assises. Je pense qu'en France, on est assez fort pour fonctionner en silo et mettre dans des cases. Et clairement, le plus gros travail, c'est de faire ensemble. Un mentor, pour moi, c'est complémentaire. Ça doit aussi peut-être pouvoir faire le lien entre voilà, j'ai relevé ce problème, ce défi. Quel est l'acteur vers qui il faut se tourner? Est-ce que c'est plutôt le psychologue ou est-ce que c'est plutôt l'accompagnateur social qui suit la famille, etc. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est là beaucoup dans une posture d'écoute, mais qui après n'a pas du tout vocation évidemment à avoir les compétences techniques, sociales, etc. Enfin, c'est pas des psys, c'est pas des... Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est là pour écouter, pour accompagner le jeune et qui après, enfin, tel que je le vois et je pense qu'on le voit pour la plupart, c'est vraiment de pouvoir relayer en fonction des différents intervenants, enfin des différents professionnels qui sont pertinents et qui vont apporter une réponse concrète aux jeunes. Ouais, je pourrais un peu appuyer ça en disant que moi je travaille à l'Institut Télémac. On n'a pas, enfin, ni les mentors ni nous avons vocation à faire des choses qu'on ne sait pas faire. Et ce serait vraiment prendre trop, enfin, je sais pas si c'est une question de grosse tête ou quoi, mais ce serait inefficace, inefficient. Par contre, favoriser l'accès au droit, l'accès à, ça c'est un rôle qu'on peut faire. C'est quelque chose qu'on peut totalement promouvoir, notamment suivi psy avec le confinement, ça c'est important. Et je sais qu'il y a des politiques qui arrivent là-dessus, l'accès aux aides sociales que certains n'osent même pas demander, ne connaissent pas. Aussi tout ce qui est lié à la fracture numérique, ça c'est des choses qu'on peut faire, qu'on peut demander aux mentors de faire, et ça c'est efficace. Mais on fera pas, enfin, moi je suis pas travailleur social, j'ai pas de diplôme là-dedans, effectivement, je suis pas formé à, et ce serait une erreur, je pense, que de vouloir mélanger les gens. Et du coup, si je peux juste terminer, du coup, à Besançon, avec la FEV, on a mis en place, nous, un espèce de binôme où, en fait, un mentor, du coup, de la FEV qui accompagne un jeune, qui est accompagné aussi par notre service. On travaille vraiment en binôme, en fait, ensemble. Et en fait, le mentor, de la même manière, lui reçoit aussi des informations, des choses, en fait, qui ne sait pas gérer, enfin, qui sont pas de son ressort. On en discute. Et moi, d'un autre côté, des fois, pareil, il y a des trucs, je me dis, là, ça va être pour le mentor. Et voilà, enfin, c'était juste apporter un témoignage aussi et dire qu'en tout cas, avec la FEV à Besançon, on arrive vraiment bien à travailler et chacun reste du coup à la place où il doit être, et c'est aussi comme ça qu'on avance le mieux, quoi. Et des fois, il n'y a plus besoin de nous, des fois, il n'y a plus besoin de la FEV. Enfin, en tout cas, on avance ensemble. Voilà. Non, mais je trouve ça trop bien. Et puis même, je pense que c'est hyper rassurant aussi pour le mentor de savoir qu'en fait, il a plein d'outils et de ressources potentielles qui sont compétentes dans leur domaine. Et je suis d'accord, enfin, nous, on n'a clairement pas vocation, et ce serait un manque d'humilité de se dire qu'on a des compétences là-dedans alors qu'on ne sait pas faire et que ce n'est pas notre métier. Mais notre métier, ça va être plutôt de rediriger ou en tout cas de créer ce cadre pour que tout le monde puisse parler et se coordonne un petit peu comme ce que vous faites. Je me permets, moi, je voulais ajouter un mot. Justement, j'ai envie de dire que pour moi, c'est la force de ce collectif. Parce que justement, on a tous des rôles et des fonctions différentes. Nous, par exemple, Job IRL, on ne fait pas, je dirais, entre guillemets, ce que j'appelle du vrai mentorat comme le font les autres associations, Télémac, Proxité. Moi, j'ai été moi-même bénévole de Proxité. Ça fait 10 ans que j'ai mon filleul. Donc, vous voyez, je sais ce que ça veut dire. Ça fait 10 ans que je le suis. Et donc, nous, par exemple, Job IRL, on vient en complémentarité. Et justement, c'est là où je pense qu'on a tous notre rôle à jouer. Et c'est en étant collectif qu'on peut, le travailleur social, je dirais, va avoir une première action sociale par définition. L'association qui fait un mentorat, je dirais, très suivi, assez profond de qualité, va avoir son rôle à jouer. Et par exemple, nous, Job IRL, on offre une plateforme, et c'est comme ça qu'on l'a défini d'ailleurs vis-à-vis du collectif mentorat, c'est cette idée de dire, nous, on est un peu une première petite brique au mentorat où un professionnel qui ne veut pas s'engager 6 ans avec Télémac, par exemple, parce qu'il ne s'en sent pas encore le courage, je dirais, propose de temps en temps d'échanger avec des jeunes, et puis on fait monter les gens en puissance comme ça, et puis en même temps, ça permet à d'autres associations d'avoir un panel de professionnels qu'ils n'ont peut-être pas, parce que nous, on a un peu tous les métiers. Vous voyez, je pense que c'est vraiment ça qui fait la force du collectif,
et qui permet justement d'aider au mieux les jeunes qui ont des besoins divers et variés, j'ai envie de dire. Il y a l'aspect scolaire avec la FEB, il y a l'aspect professionnel, social et autres. Et c'est comme ça qu'on aidera au mieux les jeunes. Ouais, et si je peux me permettre juste une dernière remarque, c'est ça qui fait qu'on est plutôt moderne et plutôt porteur de nouveautés, c'est que combien d'associations essaient de faire tout et n'importe quoi et le font parfois un peu mal. Par exemple, à Télémac, on ne fait pas de soutien scolaire, on fait de l'ouverture culturelle, de l'ouverture vers le monde de l'entreprise et le soutien scolaire, on le délègue à d'autres, on passe aussi par des référents pédagogiques au sein des établissements scolaires. Et le fait de bien sectoriser, de s'unir en collectif avec chacun ses compétences, son référentiel de public, d'objet social, fait que on sera plus efficace en fait. Et moi, j'en ai parfois un peu marre de voir plein d'assauts qui font tout et n'importe quoi, et ça, enfin, mais pas que dans le domaine de la jeunesse, hein, dans plein d'autres domaines, qui mangent tous les dossiers de tous les appels à projets, et enfin, c'est pas efficace. Si je peux me permettre un tout petit mot, je trouve que dans ce qu'a dit, ce qui vient d'être dit là par Christelle et Pierre, il y a vraiment deux choses. Il y a une logique de complémentarité de plein de modalités, mais il y a aussi une logique de parcours, c'est-à-dire parcours jeune et parcours mentor. L'engagement, ça ne se décrète pas. Enfin, plutôt, il y a des gens qui ont la chance d'avoir décrété et dans leur vie d'être engagés. Mais les grande majorité des gens, c'est des étapes peu à peu qui nous permettent d'y arriver. Et je pense que c'est ça la force du collectif, c'est la complémentarité, mais aussi la mise en parcours, la mise en intelligence pour qu'on aille chercher le maximum des mentors et le maximum qu'on apporte le maximum aux mentorés. Est-ce qu'il reste des questions? On a encore 4 minutes puisque on a jusqu'à 35 avant de rejoindre la plénière. Juste pour compléter ce que dit Axel, on se complète les uns les autres. C'est de bien comprendre que c'est un parcours et à la fois pour les mentors et à la fois pour les mentorés. Parce que c'est là où je pense qu'on a un gros travail à faire tous ensemble, où c'est pas très lisible. Moi, je vais vous dire, les financeurs comprennent pas qui fait quoi et mélangent un peu tout. Moi, le nombre de fois où je vois des financeurs qui me disent « Ah oui, mais en fait, vous faites la même chose que Télémac, par exemple, pour reprendre l'exemple. » Bah non, ça n'a rien à voir. Enfin, ce que fait Job IRL. Alors oui, on a la même ADN, oui, on est là pour faire l'égalité des chances, oui, on est là pour aider les jeunes à se construire un avenir, mais on le fait de façon tellement différente que on est plus complémentaires. Et donc ça, je pense qu'il est important qu'à la fois on sache mieux travailler ensemble et à la fois justement de mieux montrer nos spécificités et que à la fois les jeunes le comprennent mieux, à la fois les professionnels qui sont prêts à faire du mentorat le comprennent mieux et se disent en effet, bah tiens, moi je vais peut-être juste aujourd'hui m'engager en ligne sur Job IRL, ou au contraire, bah, moi j'ai envie de beaucoup donner et je vais suivre un jeune pendant 6 ans avec Télémac. Enfin voilà, il y a un peu tous les formats et c'est là où il faut qu'on arrive à être suffisamment clair et chacun spécifique pour que face à nous, les financeurs, les professionnels, les jeunes, et puis l'éducation nationale, toutes les structures d'associations qui travaillent avec nous tous, comprennent qui fait quoi et comment on le fait. Et là, je pense qu'entre nous, le plus gros des travaux à faire est au niveau des financeurs, parce qu'on est tous en compétition face aux financeurs, et il est là le grand problème, parce que quoi qu'on en dise, c'est là que le bas blesse, c'est que dès qu'on essaie de travailler ensemble, c'est compliqué, parce que dès le lendemain matin, on est en compétition vis-à-vis de financeurs, et c'est ça, je dirais, qui fait que c'est pas facile. Donc là, on a des ministres avec nous aujourd'hui. Quand on parle d'élargir le mentorat, bah, c'est aussi de permettre financièrement d'avoir les moyens d'élargir le mentorat. Ce matin, dans Le Monde, il y a un article foudroyant qui dit en gros, depuis 10 ans, les chiffres sont dramatiques sur l'égalité des chances, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui bouge. Mais quand on prend, nous, Jules Donzelot, dans notre équipe, qui est un chercheur sur ces sujets-là, quand il explique qu'en Angleterre, c'est 1 milliard d'euros qui est mis sur la table par le gouvernement pour faire de l'égalité des chances, à nous tous, si on cumule tous nos budgets, on est à quoi aller 20, 30 millions, je ne sais même pas si on y arrive. Donc, voilà, l'échelle peut changer si on a les moyens derrière qui nous consolident tous et qui nous permet de ne pas être tous en concurrence pour 3 queues de cerises et faire vivre nos structures.
Merci Christelle, je suis heureuse qu'on puisse conclure là-dessus. C'est-à-dire qu'on a une grande force de frappe, mais que pour aller vraiment plus loin, il faut que le gouvernement s'empare de nos combats. Merci à tous pour votre présence et vos beaux témoignages. C'était vraiment très chouette. Donc, il va y avoir un compte-rendu qui va vous être envoyé. Et puis, je vous invite à donc cliquer dans « Quitter la salle » pour rejoindre la plénière.